Je traînais sur internet quand j'ai vu cet article. Un article qui parle d'un avion recherché depuis des décennies qui se trouve au fond de la mer. C'est pas n'importe quel avion et c'est pas n'importe qui. Celle qui pilotait l'avion était une légende de l'aviation. Et c'est l'histoire inspirante de cette aviatrice que je vais vous raconter aujourd'hui. Bonjour à tous! Aujourd'hui dans la série de vidéos des destins remarquables, je vais vous raconter l'histoire d'une personne incroyable qui a marqué l'histoire de l'aviation au point de devenir une légende. Sans plus tarder, je vais vous raconter l'histoire incroyable d'Amelia Earhart. Cette photo d'un scanner des mers où l'on peut apercevoir une forme d'avion a fait énormément parler dans les sphères de l'aviation. C'est peut-être l'avion de cette légende. Cette femme incroyable qui a été Amelia Earhart, disparue au fond de l'océan. Avant de savoir si c'est bien son avion, commençons par le début. Amelia Mary Earhart naît le 24 juillet 1897 dans la ville pittoresque d'Atchison, au Kansas. C'est une ville typique des États-Unis avec des maisons très américaines. Issue d'une famille de classe moyenne, elle grandit dans une atmosphère confortable. Sa mère, Amy, était une femme indépendante et progressiste. Son père, Edwin, travaillait comme agent de chemin de fer. Bien que la famille ait connu des périodes de stabilité, les problèmes d'alcoolisme de son père ont souvent plongé Amelia et sa sœur Muriel dans l'insécurité. Contrairement aux attentes de l'époque, Amelia n'était pas une jeune fille modèle. Elle était curieuse, aventureuse et intrépide. Tout comme moi. Elle aimait explorer la nature, grimper aux arbres et tester ses limites. À l'âge de 10 ans, Amelia voit pour la première fois un avion lors d'une foire. Curieusement, cet appareil ne l'a pas impressionnée. Elle l'a décrit comme une chose rouillée, sans intérêt particulier. Mais son destin allait bientôt changer. La vraie révélation pour Amelia est survenue beaucoup plus tard, en 1920, lorsqu'elle a assisté à un meeting aérien avec son père à Long Beach, en Californie. Ce jour-là, elle a été invitée à monter à bord d'un biplan pour un court vol de démonstration. Elle décrit cette expérience comme une véritable révélation. En quittant le sol, Amelia a senti une connexion immédiate avec le ciel. Elle aurait confié à son père: dès ce moment, je savais que je devais voler. Déterminée à continuer sa passion naissante, Amelia commence à travailler pour financer ses heures de vol. Et oui, voler, ça coûte cher. Elle accepte de petits emplois variés comme chauffeur de camion, photographe et même infirmière volontaire pour économiser chaque dollar nécessaire. Son acharnement porte ses fruits lorsqu'elle rencontre Anita Netta-Snook, une des premières femmes instructrices de pilotage. C'est auprès de Netta que Amelia apprend les bases de l'aviation, souvent dans des conditions rudimentaires et avec des avions capricieux. En 1921, après plusieurs mois de leçons, Amelia achète son propre avion, un Kinner Airster jaune vif. Voilà la photo du petit avion. Ce petit appareil qu'elle surnomme « Mon petit canari » va être l'objet de son indépendance. Avec ce Kinner, elle établit rapidement ses premiers records personnels et affine ses compétences. À peine un an plus tard, elle réussit à obtenir sa licence de pilotage auprès de la Fédération aéronautique, une réalisation encore rare pour une femme à l'époque. Malgré ses ambitions, Amelia doit toujours jongler entre l'amour pour l'aviation et les attentes sociales de l'époque. Une femme, c'est pas dans un avion en 1920. C'est un peu une féministe avant l'heure. Les femmes pilotes étaient souvent considérées comme excentriques, voire irresponsables. Mais Amelia a tout fait pour transformer cette vision qu'on avait d'elle. Avec son attitude déterminée, son charisme naturel, elle commence à inspirer une nouvelle génération. Cette première phase de sa vie est marquée par une passion dévorante et un courage inébranlable, des traits qui allaient définir toute sa carrière. Amelia veut prouver que les femmes ont leur place dans le ciel. Le tournant de la carrière d'Amelia survient en 1928, lorsqu'elle est choisie pour participer à une traversée transatlantique historique. Mais il y a un bémol, elle ne sera pas la pilote principale. On lui propose de participer en tant que passagère, une décision qui reflétait encore les préjugés de l'époque. Malgré cela, Amelia accepta à contre-cœur. Elle savait que cette opportunité la placerait sous les projecteurs, ce qui lui permettait de faire avancer sa véritable mission, montrer au monde que les femmes avaient leur place dans l'aviation. Le vol fut un succès et à son retour, Amelia fut accueillie comme une héroïne. Cependant, elle confia dans ses mémoires: je n'avais été qu'un sac de pommes de terre, simplement transporté d'un endroit à un autre. Ce succès médiatique permit néanmoins de propulser sa carrière. Le 20 mai 1932, Amelia décide de relever un défi audacieux, devenir la première femme à traverser l'Atlantique en solitaire, égalant ainsi l'exploit de Charles Lindbergh réalisé 5 ans plus tôt. Elle décolle de Harbourg-Grasse à Terre-Neuve dans son avion rouge vif. Une machine robuste, mais éprouvant à piloter seule sur une longue distance. Le vol est loin d'être facile. Elle doit affronter des vents violents, des températures glaciales et des pannes techniques. À un moment donné, un problème avec le système de carburant la pousse à envisager
un amérissage. Un amérissage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est atterrir sur l'eau. C'est ultra dangereux d'atterrir sur l'eau, hein, pour information. Au final, plus de peur que de mal, il n'y aura pas d'amérissage pendant ce voyage. Elle réussit à traverser l'océan et atterrit dans un champ près de Londonderry, en Irlande du Nord, après 15 heures et 18 minutes de vol. Cet exploit fait d'elle la première femme à accomplir une traversée transatlantique en solo, et elle devient une véritable star internationale. Elle reçoit une distinction militaire rarement décernée à des civils, et d'autres honneurs prestigieux, comme la médaille d'or de la Société National Geographic. Mais Amelia ne s'arrêtera pas là. Entre 1932 et 1935, elle bat plusieurs records de vitesse, de distance et d'altitude, démontrant non seulement ses capacités de pilote, mais aussi sa volonté de repousser les limites de l'aviation. Je vous mets quelques records qu'elle a battus, parce que c'est vraiment incroyable ce qu'elle a fait. En 1932, record transcontinental. Elle établit un record de vitesse pour un vol sans escale de Los Angeles à Newark, dans le New Jersey, parcourant 3860 km en 19 heures. En 1933, c'est le record de distance pour une femme. Amelia pilote son Lockheed Vega de Los Angeles à Mexico, puis de Mexico à Newark, prouvant que l'aviation peut connecter des villes éloignées à travers de conditions climatiques variées. 1935, première traversée en solo du Pacifique. Amelia devient la première personne, homme ou femme, à effectuer un vol en solo entre Hawaï et Auckland, en Californie. Amelia comprend que chaque record est une opportunité non seulement pour renforcer sa propre réputation, mais aussi de promouvoir l'aviation en tant que mode de transport sûr et viable. Elle utilisera sa notoriété pour encourager les femmes à s'intéresser à l'aviation. En 1935, le président américain Franklin D. Roosevelt et son épouse Eleanor deviennent des admirateurs et des amis proches d'Amelia. Elle collabore avec Eleanor pour encourager les femmes à poursuivre des carrières dans des domaines non conventionnels. À ce stade, Amelia est au sommet de sa carrière, mais son esprit aventureux ne s'arrête pas là. Elle décide de relever le défi le plus ambitieux de sa carrière, faire un tour du monde en avion, genre 35 000 km. Effectuer un tour du monde par la ceinture équatoriale, c'est un gros défi. Mais on n'arrête pas Amelia. Le voyage commence en mars 1937, mais un incident sur la piste de décollage à Honolulu, Hawaï, endommage leur avion, les forçant à interrompre la mission. Après des réparations, Amelia et Fred c'est son copilote, repartent de Miami en juin 1937. Cette fois dans le sens est-ouest pour profiter des vents dominants. Le duo traverse successivement l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est. Après environ 35 000 km, ils atteignent La Haye, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 29 juin. À ce stade, ils ont déjà parcouru 80% de leur itinéraire. Il ne reste plus que de traverser le Pacifique. Le 2 juillet, Amelia et Fred quittent La Haye pour rejoindre l'île d'Howard, une petite île isolée du Pacifique, où une station radio les attendait pour les guider à l'approche. Ce vol de 4000 km devait être l'un des plus risqués, en raison de la faible marge d'erreur pour localiser l'île minuscule et isolée. L'avion était équipé de radio et d'instruments de navigation de pointe pour l'époque. Cependant, dès le début du vol, des problèmes de communication commencent à apparaître. Malgré plusieurs transmissions reçues par les navires de soutien, notamment le garde-côte USS Itasca, les messages deviennent de plus en plus incohérents. Amelia signale qu'elle vole à une altitude de 1000 pieds pour économiser du carburant, mais elle mentionne également qu'elle ne parvient pas à repérer l'île d'Howland. La dernière transmission connue reçue par l'ISS Itasca disait « Nous volons sur la ligne 157-337. Nous répéterons cette transmission. Nous sommes bas sur le carburant. » Puis, plus rien. L'avion disparaît. Dès que la disparition est confirmée, le gouvernement américain lance une des opérations de recherche les plus coûteuses de l'histoire à ce moment-là. Pendant plusieurs semaines, des navires, des avions et des équipes au sol scrute une vaste zone du Pacifique, sans trouver de traces de l'avion ni de ses passagers. Finalement, en juillet 1937, l'opération est officiellement abandonnée. Amelia Earhart et Fred Newman sont officiellement déclarés disparus en mer. Il y a bien sûr eu plein de théories sur leur disparition. La théorie la plus communément acceptée est que l'avion s'est simplement écrasé dans l'océan Pacifique après avoir marqué l'île d'Howland en raison d'une navigation approximative ou d'un épuisement de carburant. Les profondeurs de l'océan dans cette région sont considérables, ce qui rend les débris difficiles à localiser. Une autre théorie populaire suggère qu'Amelia et Fred ont dérivé vers l'île Nikumaroro, un atoll inhabité à environ 640 km au sud de Hollande. Des expéditions ultérieures ont découvert des artefacts comme une pièce de métal pouvant provenir d'un avion et des ossements humains partiels
réel qui pourrait correspondre à cette hypothèse. Cependant, les preuves restent controversées. Depuis la disparition d'Amelia, des équipes de passionnés et des organisations comme le TIGAR continuent de chercher des preuves. Les avancées technologiques comme le sonar sous-marin et les drones permettent d'explorer des zones autrefois inaccessibles, mais aucun débris définitif de son Lockheed Electra n'a encore été trouvé. Pour revenir au début de la vidéo, qui a donné cette image où on a tous pensé que c'était son avion, non, c'était une formation rocheuse au final. L'avion est toujours porté disparu. Comme elle l'a écrit un jour, le courage est le prix que la vie exige pour accorder la paix à l'âme. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a inspiré à croire en vos rêves. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu et je vous dis à très vite pour un nouveau Destin remarquable.